Je me sers des animaux pour instruire les hommes, disait Jean de La Fontaine. 4 siècles plus tard, les règles sont toujours les mêmes. Face au pouvoir chinois, faire parler les animaux est une arme de choix pour railler, critiquer et s'amuser en toute impunité. Derrière ce bestiaire, on trouve Udia, qui a été embauchée comme directrice artistique sur l'épisode produit par le légendaire studio de Shanghai. C'est ce même studio qui, en produisant Le Prince Neja Triomphe du Roi Dragon en 1979, lui a donné envie de travailler dans l'animation. Aujourd'hui, bien qu'elle se soit installée à Valence depuis plusieurs années, elle participe à distance au renouveau de l'animation traditionnelle en Chine. Bonne écoute à toutes et à tous. Et surtout à cause de votre mauvais caractère. Oh, quel caractère. Quel caractère. Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez. Avant de commencer, je voulais te souhaiter une très bonne année 2026, puisqu'on est encore en début d'année. Donc, je te souhaite le meilleur pour cette année sur à la fois le plan artistique, le plan personnel. Et je suis très content de t'avoir une deuxième fois dans le podcast. Donc, merci beaucoup pour me faire l'honneur de revenir aujourd'hui. Merci, merci. À toi aussi. Honneur, c'est à moi. Et je te souhaite une très bonne 2026 aussi. Et tous les meilleurs, vous. Tu sais, je suis doublement heureux de t'avoir aujourd'hui parce que j'ai réussi à voir le court-métrage sur lequel tu as travaillé hier soir. Donc, c'était un petit peu, tu vois, inespéré. Mais je l'ai vu enfin, je l'ai regardé 2 fois. Donc, on va pouvoir avoir le temps d'en discuter aujourd'hui ensemble. Et Ah, puis, trop bien. ouais. Et j'ai hâte de te poser plein de questions et d'en savoir plus. Mais déjà, avant toute chose, un grand bravo parce que euh, je pense que nos auditeurs auront du mal à réaliser, mais tu as assumé un rôle extrêmement important dans cette équipe artistique et à ton âge, c'est vraiment impressionnant. Pour expliquer un peu, tu as été, donc c'est pas seulement consultant artistique, c'est vraiment dans la direction artistique. J'ai vu que le mot chinois utilisé au générique, c'était Meishu Daoyan, Oui. donc comme Ah bah, réalisateur. en fait, moi, j'ai pas encore regardé tout parce que j'ai pas le Bilibili 大会员. Ah, Mais donc j'attends une semaine. Mais c'était un peu inattendu pour moi aussi. Bah, genre, il y a quelques jours, le matin, genre, la Réal Yatse, elle m'a envoyé un message. Ah, c'est sorti. Donc, j'ai envoyé le lien à mes parents pour qu'ils puissent voir ce que je fais et tout. Donc, je suis contente. donc, Merci ça veut beaucoup. dire que tu as besoin d'avoir un compte VIP sur Bilibili pour pouvoir le regarder, c'est ça? Oui, j'ai regardé un peu, mais en fait, j'ai regardé la version presque finie, peut-être il y a un an quand j'étais à Pékin, mais donc j'ai pas regardé la générique. C'est pour ça que je sais pas c'est quoi mon titre, mais je crois que D'accord. c'est le DA, c'est direction artistique, oui. C'est ça, ouais. Mm, Si tu traduis littéralement, c'est directeur artistique. Donc mm. vraiment un rôle crucial. Et puis justement, j'en profite pour te poser une première question sur la réalisatrice, puisque j'ai vu qu'il y avait son nom 3 fois, à la fois en direction, donc en réalisation, script et aussi en production. Donc c'est assez rare de voir 3 rôles qui sont assumés par la même personne. Euh, Ouais. et puis il y a aussi un co-réalisateur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait, comment tu as trouvé ta place dans cette équipe? Hmm. C'était une expérience un peu spéciale parce que je travaille la plupart non, en fait entièrement en distance. Et je crois que c'était l'été de 2021 peut-être. J'étais à Pékin, ou peut-être c'est après, je me souviens plus. Ou peut-être, non, pardon. Je pense que c'était pas 21, c'était un peu plus tard, 23 peut-être. Oui, 23 ou 24, 23. Et je pense que j'étais sur le point de rentrer en France déjà. Donc j'ai pas eu le temps de organiser un voyage à Pékin avant de partir. Et
Elle m'a contactée peut-être parce qu'on a des amis en commun et donc elle m'a contactée pour ce rôle. Et donc j'étais hyper honorée, c'est une super opportunité et et je pense à l'époque on a eu envie de se voir, mais ça s'est pas passé comme ça parce que c'était un peu difficile. Donc en fait on s'est vu vraiment en personne pour la première fois après que je finisse tous mes travaux presque. Ouais. Donc on se contactait en visio euh, tout le long de production. Et donc au début j'étais un peu pas très sûre de moi-même parce que j'ai jamais travaillé comme directrice artistique sur un court métrage. Euh, ouais, surtout Zhongguo Qitan, c'est déjà deuxième saison, la première saison était bien réussie. Donc j'ai eu un peu de pression, mais elle est vraiment trop sympa. Je pense qu'elle me fait confiance et on a beaucoup discuté sur la direction qui nous plaît et quelle direction marchera mieux pour l'histoire. Parce que moi, je pensais toujours que j'ai pas vraiment un style hyper promenant. Oui, Prononcé? prononcé, oui, j'ai pas un style hyper prononcé. Alors, Oui, avant qu'on rentre dans le détail du court-métrage, parce qu'il y a oui. beaucoup de choses à dire, je voudrais peut-être partager un peu plus de contexte aux gens qui nous écoutent, parce que, tu sais, on a un public qui est un peu partout dans le monde, mais principalement francophone et qui connaît pas forcément Django Titan. Mhm. Donc, déjà, une première chose, c'est dire que c'est une série de courts-métrages qui est sortie, la première saison est sortie sur Bilibili il y a quelques années et qui a eu énormément de succès. Et on traduit ça en anglais par Chinese Yao Folk Tales, I think. Chinese Yao Folk Tales. Mais je pense qu'une bonne façon de comprendre cette série de courts-métrages, c'est un peu d'envisager la chose plutôt comme euh, le Love, Death and Robots de la Chine. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est un peu l'équivalent? Je pense que le format, oui, c'est assez similaire, sauf que c'est focalisé sur la mythologie ou hum, l'histoire un peu folklorique chinois. Ouais. Ouais, voilà. Au lieu d'être Mm. vraiment sur la science-fiction et le côté un peu macabre qui a fait le succès de la série Netflix, là, on est plutôt vraiment sur les racines de la civilisation chinoise. Dans le Yao, en général, il y a un côté un petit peu, on peut dire, fantastique ou un peu surréaliste. Et là, Mm. l'épisode que tu as fait, en fait, bah, il y a le côté surréaliste, évidemment, puisqu'on est avec des animaux qui parlent. Mais comme tu disais, il y a aussi un côté très réaliste, Ouais. puisque le format est en fait comme une interview d'animaux qui sont dans le zoo et on les interviewe en face caméra et on leur demande un petit peu leur avis sur une situation. Oui. Voilà. Mm. Est-ce que tu as été surprise par la lecture du script, sachant que évidemment on peut pas s'empêcher d'y voir une certaine critique sociale. Par exemple, tu vois, moi, si tu m'avais montré ce script-là, j'aurais eu du mal à imaginer qu'on puisse faire un court-métrage comme ça en Chine. Mais est-ce que tu as eu ce même sentiment ou est-ce que pour toi l'animation fait que ça passe? Euh, je pense que, en fait, ça me fait penser à Nobody de Lan Langshan Xiao Guai. Ok. Donc, dans la première saison, je trouve que dans ce court-métrage, il y a aussi une critique de la société où ça reflète beaucoup la situation de vrais gens, de jeunes générations. C'est assez relatable. Euh, et je pense que... Mais en même temps, c'est montré d'une façon amusante et un peu cartoony. Donc c'est plus acceptable peut-être. Ouais.
Moi, je pense que en fait, ça, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de travailler dessus. Parce que c'est un scénario qui me parle. Ouais. C'est vraiment de l'animation pour, entre guillemets, pour tout public. C'est pas du tout l'animation qu'on peut imaginer que pour les enfants ou les choses comme ça. On est vraiment plongé dans une animation vraiment, entre guillemets, adulte, avec des Ouais. animaux qui s'expriment comme des adultes, avec tout type de tranche d'âge, tout type de classe sociale et tout ça. Et donc, c'est vrai que c'est super de voir ce genre d'animation en Chine qui peut sortir sur un canal aussi grand. Et, et donc Nobody, tu as cité, donc qui était le premier épisode de la saison 1 et qui a ensuite été adapté en long métrage. Est-ce que tu peux imaginer que cet épisode-là que tu as fait soit Mhm. aussi adapté en long métrage? Hmm, je sais pas, faut discuter avec la réelle. Mais moi, j'ai déjà vu dans les commentaires, notamment sur Bilibili, des gens qui disent, ah, on dirait que c'est la fin d'un trailer où genre on a hâte de voir deuxième saison, deuxième épisode. Donc je pense que ça me donne envie en fait, ça me motive de continuer si elle décide de faire un long métrage. Ouais. Mais techniquement, je pense que si ça devient un long métrage, peut-être euh, on devrait changer le format un peu. Genre ça ne peut pas être plein de petits interviews, mais peut-être c'est possible. Je sais pas, on verra. Oui, je veux pas trop en révéler pour les gens qui l'ont pas vu, mais c'est vrai que le film s'arrête sur... on a envie d'en savoir, on a envie de voir les aventures de ce qui va se passer après. Et, et pour revenir un peu sur la critique sociale, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez évident pour un public français, je pense, parce que en Chine, on l'entend assez souvent, notamment dans les discours du président chinois chaque année. Il y a vraiment une une grosse insistance sur le côté, le confort matériel des Chinois qui a beaucoup augmenté ces 20 dernières années ou peut-être même ces 30 dernières années. Et Mm, donc là, l'idée, c'est un petit peu de mettre ça enfin, en tout cas, c'est la façon dont moi je l'ai comprise. C'est-à-dire, c'est de critiquer un petit peu ce confort matériel qui est le même que celui qu'on pourrait trouver dans un zoo, puisqu'on est nourri, on est logé, mais en même temps, on doit sacrifier sa liberté. Est-ce que c'est aussi le message que tu as compris, toi? mm. Ça, c'est difficile à dire. Je pense il y a plusieurs couches. Parce qu'en fait, la réelle, elle a étudié aux États-Unis. Et je pense qu'elle a aussi travaillé un peu aux États-Unis. Et moi, selon ma propre expérience, je trouve qu'il y a toujours des avantages et désavantages. Parce que tant que chinois. Parce que moi, genre, pour le moment, je reste en France. Mais je pourrais rentrer en Chine et travailler en Chine. Et pour moi, je pense il y a plusieurs couches. Moi, Ouais. ouais, je pense que c'est assez premier degré que genre ils sacrifient leur liberté et et il y a aussi les personnages différents. Certaines sont nées aux zoo et certaines genre peut-être sont capturées et après s'adapter. Et il y a aussi genre le première génération, deuxième génération. Donc ça c'est ce qui est très intéressant pour moi dans le scénario. Et donc je pense que c'est ouvert à l'interprétation. Ouais. Mm. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Mm. Et il y a notamment une scène, moi, qui m'a beaucoup marqué. Je pense on peut le décrire sans trop révéler. Mais on accompagne un bébé ours, un petit ourson, qui est récupéré par le zoo pour faire un spectacle sous un chapiteau. Et donc, il est mis de côté. Donc, il doit quitter sa mère qui est dans l'enclos.
Et puis, il se retrouve à préparer des performances où il doit traverser un cerceau de feu. Et en fait, lors de cet apprentissage-là, il se retrouve un moment devant une télévision qui par hasard, lui montre un ours sauvage. Et là, on comprend en fait c'est peut-être la première fois qu'il voit un ours qui n'est pas dans un zoo et il est confronté à cette scène et puis il voit qu'un ours à l'état sauvage n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Et puis, c'est une scène assez étonnante parce que elle est, euh, elle est complètement filmée en caméra nocturne, donc c'est comme avec un espèce de voile vert comme ça. Et en fait, c'est une scène assez violente où on voit un énorme ours se battre contre des loups. Et au moment où l'ours est vraiment en difficulté, il y a un éclair qui frappe un arbre, qui tombe du ciel et qui vient en fait aider l'ours un petit peu à se débarrasser des loups ou disons le protéger un peu. Tu Et spoil tout en détail là, ouais, je sais pas mais si c'est je pas vais grave. garder, je sais pas si je vais garder le montage, mais la raison pour laquelle je te décris cette scène, c'est que je voulais te poser la question suivante, c'est que quand tu te dis, OK, un bébé ours qui voit cette scène-là où un ours sauvage se fait attaquer par des loups, ça fait pas vraiment envie, tu vois, on n'a pas vraiment envie d'être dans la forêt, de Ouais, nuit, enfin, tu vois, il y a beaucoup d'agressivité, ça donne pas envie d'aller dans la forêt. Et en fait, la seule chose qui peut-être éveille sa curiosité, c'est de voir que malgré ces circonstances très difficiles de la forêt, en fait, il est protégé par comme une espèce de pouvoir supérieur, puisque la ouais, foudre vient le protéger. Donc c'est peut-être cette idée de non seulement quête de liberté, mais aussi l'idée que quand tu es dans la forêt, bah, tu vas être en difficulté, mais potentiellement tu vas pouvoir accéder à un espèce d'absolu qui peut aussi veiller sur toi. mm, Et c'est peut-être ça qui manque le plus aujourd'hui en Chine, dans la génération des jeunes, c'est-à-dire qu'il y a pas vraiment d'absolu, il n'y a pas vraiment de pouvoir supérieur qui peut te donner un sentiment de protection ou tu vois, ou de confiance. waouh. J'ai- Mais, mais je pense qu'il y a un truc que tu as bien dit, je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment aimé le scénario, comme ça montre deux côtés avec subtilité. C'est pas genre très, genre ça c'est mieux et ça c'est, genre il y a le complicité de deux côtés de choix différents. Et moi je trouve que je peux compatir beaucoup avec déjà le petit ours, mais aussi son oncle sauvage. Donc, hum, pardon, c'est quoi la question? Non, non, c'est exactement ça, c'est avoir ta réaction sur ça. Et c'est vrai que c'est super de voir ça, c'est-à-dire que c'est pas juste de dire, OK, les animaux enfermés ont tort ou alors sont dans un mauvais environnement et il faut aller dans la forêt. C'est beaucoup plus subtil. Si vous allez dans la forêt, vous serez confronté à de nouveaux problèmes et en fait, c'est pas juste un endroit paradisiaque. Chaque lieu va avoir des avantages et des inconvénients. Hum, hum. Ouais. Mais je pense que quand j'étais petit ou plus jeune, c'est vrai que j'avais envie, peut-être que j'ai toujours envie, d'explorer le vrai monde, parce qu'en Chine, même aujourd'hui, on est un peu isolé. Surtout en dernier, même on a créé notre propre réseaux sociaux et tout. Euh, mais c'est vrai que quand j'étais au collège, au lycée, j'avais toujours l'impression qu'il faut chercher, qu'il faut explorer à l'extérieur, voir le monde. Et même maintenant, genre avec euh, les gens plus jeunes ou ma petite cousine qui a envie de étudier à l'étranger, je pense qu'ils ont la même motivation. Ouais. Mais après que je deviens une immigrante, je me rends compte, oui, c'est vrai qu'il y a aussi des challenges, il y a des difficultés différentes. Donc, ouais, c'est pour ça que je pense que je compatis beaucoup avec le scénario. Ouais.
C'est vrai qu'il y a un petit peu une idéalisation des jeunes qui vont partir à l'étranger. Tu sais, il y a un peu ce côté tout sera meilleur ou la réussite forcément aux États-Unis ou tu vois ce genre de choses. Mm. Et, et aujourd'hui, ben, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes Chinois qui, après avoir étudié à l'étranger, décident de retourner en Chine. C'est de plus en plus fréquent. Oui. Et, et toi, qu'est-ce que tu dirais justement à ces jeunes d'aujourd'hui qui veulent aller à l'étranger? Est-ce que tu as envie de leur donner un message plutôt d'encouragement en leur disant, bah oui, oui, il faut le faire, ou est-ce que tu as envie justement de leur donner un message plus nuancé en leur disant qu'il y aura des difficultés? C'est très difficile, je trouve. Je pense pas que je suis à la place où je peux donner des conseils comme ça. Mais comme j'ai dit, je pense que n'importe quel choix on fait dans la vie, il y a toujours des avantages et les inconvénients. Et, mais moi, personnellement, je trouve que ma expérience est assez enrichissante. Hum, et bien sûr, il y a des difficultés, parfois un peu de frustration de ne pas s'exprimer à sa langue maternelle, mais en même temps, je m'intéresse beaucoup euh, d'apprendre les nouvelles langues et aussi de faire connaissance des gens qui viennent de milieux différents, de cultures différentes. Et, euh, et je pense que cette expérience m'aide aussi à réfléchir davantage à ma culture chinoise. Et parce que ça me donne plein d'opportunités de présenter ma culture, mon pays, à mes amis internationaux. C'est comme, je pense qu'en chinois, il y a une phrase qui dit, j'essaie de le traduire, c'est quand on part de notre pays maternel ou d'autre notre terre maternelle, euh, on l'a vraiment. Je sais pas si ça se dit. Parce que就是当我们离开故乡的时候，我们才真正拥有了故乡。Un truc comme ça. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, c'est Et l'idée que quand c'est vraiment en quittant ta terre natale que tu vas prendre conscience de tes racines, ou tu vas réaliser d'où tu viens, ou tu vas avoir suffisamment de distance pour savoir d'où tu viens. oui, oui, oui. C'est Hmm. exactement ça. Et en même temps, je trouve que dans notre jour, le climat politique change tellement vite aussi. Il y a, genre, moi, ça fait 7 ans, 8 ans que je suis en France. Et déjà, politiquement, plein de choses ont changé. Culturellement, il y a plus de liberté en France. Ça, c'est vrai. Et aussi, j'ai tous mes amis. Tu vois, j'ai mon appart que j'aime bien, j'ai mes amis ici. Et j'ai des amis avec qui je peux parler anglais, je peux parler français, je peux parler chinois. Donc, ouais, c'est plus important d'avoir une communauté euh, où tu te sens confortable, accepté, oui, que d'être genre à certaines villes ou en pays ou un endroit spécifique, je trouve. Et je suis curieux de te demander par rapport à l'évolution politique ou disons générale, sociale de la France que tu as pu observer. Mm. Tu dirais que c'est à quel niveau dans ta vie personnelle, dans ta vie quotidienne que tu as pu voir des changements au fil des ans? Je sais pas si c'est un vrai changement ou c'est juste au début, j'étais pas très consciente de la situation politique en France. Mais déjà, je pense que tous les années que je suis en France, le président est Macron, est toujours Macron, oui. Et j'ai observé un changement d'attitude. euh, j'ai l'impression que tous mes entourages le détestent maintenant. Mais en même temps, je suis dans un environnement très de gauche, très artistique. Et je trouve qu'il est peut-être un peu en milieu, donc il ne plaît pas euh, de côté.
Genre, les gens de tous côtés le détestent un peu. Et bah, j'ai vraiment bien observé comment les choses changent pendant Covid dans un pays démocratique et dans un pays plus autocratique. Euh, oui, donc c'est intéressant. Mm. Je pense que tu vas avoir énormément d'inspiration pour justement faire de l'animation qui va être plus réaliste ou plus social. Il y a tellement de choses à explorer dans, tu vois, le contraste entre une société soi-disant démocratique où tu vois les idéaux, la façon de réagir de la jeunesse. Je pense que ça va beaucoup t'apporter, donc c'est super. Je voulais te demander si toi, demain, on te proposait de faire un court-métrage de cette série en tant que réalisatrice, est-ce que tu, est-ce que tu as une idée d'une histoire que tu aimerais raconter? Hmm, peut-être un jour. Moi, je réfléchis sur quelques projets pour le moment, mais je préfère ne pas en parler en détail. Peut-être un jour, oui. Et je pense que je m'intéresse beaucoup à raconter les histoires qui sont plus proches de mon expérience d'immigrante en France. Parce que je pense que c'est le moment où je me sens un peu prête à accepter genre, cette situation. Parce qu'avant, j'ai fait des courts-métrages plutôt fantastiques ou qui parlent de la Chine. Ouais, mais maintenant, comme tu as dit, je pense que cette expérience m'a donné vraiment des perspectives intéressantes qui m'inspirent beaucoup. Ouais. Ah, génial. Et je voulais te demander aussi par rapport à la façon de travailler, puisque tu as fait des courts-métrages en France, tu as fait des courts-métrages avec l'École des Gobelins, par exemple. Est-ce que tu as remarqué des différences dans la façon d'organiser, dans la façon... Alors là, il y a le côté aussi à distanciel qui a rajouté une complexité, mais je voudrais te demander plutôt dans la façon de faire de l'animation entre les deux pays, entre la France et la Chine. Est-ce que tu as remarqué des différences notables ou intéressantes? Mm. Je trouve que cette industrie, déjà, ça a existé depuis longtemps en France. Donc, c'est, en niveau organisation, c'est plus clair. Genre, tous les contrats et le système de intermittence du spectacle, tout ça, je trouve qu'ils sont assez hum, bien pour les créateurs, pour les gens qui travaillent dans la domaine. Et, et aussi, les rôles se distribuaient plus clairement. Et je trouve que en Chine, c'est peut-être, mais ça dépend aussi si tu travailles pour une grande société, dans une production avec un gros budget ou c'est une équipe de jeunes, un studio plus petit. Hum, ouais, je pense que ça crée une grande différence dans l'ambiance de travail en Chine. Mais en France, je trouve il y a quand même un peu de différence, mais le système est assez clair. Et donc, ouais, ce côté, j'apprécie beaucoup. J'espère que peut-être en Chine, ça va évoluer. Mais comme maintenant, il y a beaucoup plus de projets animés qu'avant. Donc, je pense que peut-être ça va améliorer au bout d'un moment. Ouais. Ouais, c'est intéressant de voir que tu as de plus en plus d'animations 2D en Ouais. Chine. Avant, c'était, tu sais, beaucoup la 3D pour imiter les Américains, faire un peu du Pixar à la chinoise. Mais Ouais. là, tu vois, même sur les publicités qui sont avant les courts-métrages sur Bilibili, même dans les Mm. publicités, en fait, c'est que des petits courts-métrages en 2D. Donc, Mm. c'est super de voir que c'est un style qui est en train de revenir parce que avec, euh, avec les potentialités de l'intelligence artificielle et tout ça, évidemment, une façon c'est un média qui est très exigeante et qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Mais le fait de revoir ça dans la modernité, c'est très, très encourageant, je trouve, et ça fait plaisir. Mm, mm, mm. Ouais, je suis d'accord. Et c'est aussi peut-être dans la 2D que l'animation chinoise a le plus le moyen de trouver son style
Ouais, Puis ouais. j'ai l'impression que dans la 3D, bon, évidemment, il y a Neja, mais tu vois, Neja, pour moi, c'est quand même un peu du Pixar version sauce chinoise, tu vois. Ouais, Alors que ouais, dans la ouais. 2D, quand tu regardes Nobody, c'est vraiment une histoire chinoise, c'est vraiment des designs chinois. Est-ce que tu as aussi l'impression que la 2D va mieux à la Chine que la 3D? Personnellement, oui, je préfère forcément 2D, mais j'espère qu'au niveau commercial, en marché, j'espère qu'un jour, oui. Et en plus, je pense que j'apprécie beaucoup le fait que Yao Chinese Folktale soit produite par le Shanghai Meishu Jiupianchang, le studio de Shanghai, qui a fait mon long métrage préféré chinois. Comme je pense que j'ai dit dans le dernier interview aussi, c'est le Le Neja, Noja version oui, originale, ouais. le Neja Et des donc, années 1980. ouais. Donc j'apprécie beaucoup le fait il continuait de faire l'animation 2D un peu artistique. Ouais, ça me donne beaucoup d'espoir. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est un studio historique qui a gardé son héritage et tout ça. Et justement, je voulais te poser une question par rapport à l'organisation des studios parce que, en plus, on a un petit point commun par rapport à ça, c'est on a été diplômés de la même école, l'école de cinéma de Pékin. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait tous les épisodes, en fait, qui sont chapeautés par un professeur qu'on a eu tous les deux, je pense, puisqu'il était professeur du département d'animation, qui s'appelle Mm. Chen Liaoyu. Ouais. Et c'est lui, en fait, qui est comme le directeur, enfin le réalisateur plutôt de toute la série. Donc, Ouais. je voulais te demander, est-ce que toi, en tant que directrice artistique de l'épisode, est-ce que tu as eu des échanges avec lui ou est-ce qu'il avait une influence plutôt éloignée par rapport à chaque projet? Assez éloigné. Je pense que c'est pour ça que la réalisatrice, en fait, elle autoproduise, genre moitié, cet épisode aussi. Parce que je crois que, bah, j'en suis pas sûre 100%, mais je crois que le budget est euh, donné à la réalisatrice ou le réalisateur de chaque épisode. Et après, c'est à eux à distribuer, à organiser ce budget. Et je pense que dans la communication, je suis pas vraiment dans la discussion avec Chen Yu ou Shanghai Meishu Jiupianchang. C'est plutôt la réal qui fait ça. Euh, D'accord. ouais. Et Ouais. aussi, je pense qu'ils sont assez indépendants financièrement. Ouais. Oui, je pense que C'est un tout petit budget, je c'est un trouve. petit budget. Ouais, c'est un petit budget. Ouais. Oui, en fait, on peut le voir dans la façon d'animer que il y a beaucoup, c'est un peu saccadé. On sent qu'il y a eu beaucoup d'économies, mais c'est pas très gênant. Enfin, moi, ça me dérange pas parce que Mm. je suis plus intéressé par l'histoire. Mais oui, si on analyse un peu les plans, on voit que c'est un petit budget. Mm. Ouais, je pense que euh, beaucoup entre vous, il le fait par la passion. Et... Oui, Ouais, ouais, Fabien. C'est un peu ça. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Mm. oui, c'est très dommage en fait, parce Mm. que tu vois, ça me surprend parce que quand on imagine que, comme c'est Bilibili, comme c'est un studio, le studio de Shanghai, on imagine qu'après un gros succès, on imagine qu'il y Mm. aurait beaucoup plus de budget. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de budget? C'est un peu un mystère pour moi. Enfin non, c'est pas vraiment un mystère, mais je trouve que c'est dommage. C'est drôle. Ouais. Mm. Et j'imagine que le rôle de Chen Liaoyu, ils ont sûrement refait un peu le modèle Netflix, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va choisir tous les épisodes sur le scénario, et après, Mm. chaque scénario va être fait de façon indépendante. Donc ça doit être probablement quelque chose d'un peu similaire. Alors je vais essayer de résumer pour expliquer un petit peu, mais en gros, comme il y a déjà un parti pris qui est assez original au sens où on fait parler des animaux et chacun va s'exprimer dans un dialecte différent. Donc, il y a déjà un contraste assez évident entre un personnage qui parle comme un humain et en plus comme un humain qui vient d'une région particulière avec des strates de générations différentes. Donc, il y a déjà un parti pris qui est assez osé. Si en plus on rajoute des animaux qui sont extrêmement éloignés du réalisme, ça peut effectivement casser un petit peu l'effet désiré.
Donc là, en fait, d'un point de vue esthétique, on a une esthétique qui est, entre guillemets, assez proche de ce qu'on a déjà vu auparavant. Euh, et c'est vrai que ça fonctionne bien, le côté humoristique marche bien, et puis chaque animal est quand même assez identifiable avec... c'est pas du tout des animaux, on peut dire, très léchés dans un comme dans un film, je sais pas, comme Madagascar, où tu vois ce genre de film où genre chaque animal est très joli. Là, non, c'est pas du tout ça. C'est justement les animaux, on sent ils ont vécu. Il y a un éléphant qui a l'air très fatigué, qui a des taches sur le visage. Il y a le perroquet qui est un peu fou. La maman tigre qui est complètement obèse. Enfin, disons que chaque personnage est quand même assez clairement défini. Ouais. Mon préféré, c'est la tigre et le Et tigre. j'allais te demander si tu avais un préféré. Et c'est drôle parce que c'est un peu une blague sur le fait que, tu sais, en chinois, on dit maman tigre, tiger mom. Ouais. Donc c'est pas un hasard. Ouais, en plus, elle parle Dongbei-hua, genre la région nord-est. Oui, ça me fait toujours rire. Et en fait, ma grand-mère vient de la région. Ouais. Donc j'ai le droit de dire ça. C'est Ah, pas, je c'est savais pas pas que juste, je savais c'est pas que pas tu genre. avais des origines du nord-est. Ok, ok. Tu es moitié Xi'an, moitié nord-est. Oui, côté de mon père, il vient de la région nord-est. D'accord. Donc oui, c'est une région qui est connue pour faire il y a beaucoup de blagues et beaucoup de sketchs qui sont inspirés par cette région parce que il y a un côté très direct et puis un côté, disons, une vision du monde où il faut être très pragmatique et c'est vrai que ça marche très bien pour le rôle de la maman qui est, qui est pas du tout une mère émotionnelle mais très pragmatique. Ouais. Ouais. Et ah oui, j'ai vu aussi un détail qui m'a fait plaisir parce que ça m'a, c'est le genre de petite blague où j'ai été capable de comprendre. Tu sais, quand il y a les pancartes qui sont écrites avec marqué, c'est comme Inxion Benz, mais c'est pas Ah c'est pas oui. le film. En fait, c'est inspiré d'un film hongkongais très connu qui s'appelle A Better Tomorrow. Mais là, ils ont fait une blague comme un jeu de mots où ils ont changé un Oui. des caractères ou chaque animal et ça marche avec le perroquet, ça marche avec l'ours. Oui. C'est le, le mime Beavers. Émotionnel. Je sais pas si tu l'as vu ce mime. Je Non, pense que c'est un extrait du même film. C'est en animation 3D, c'est un beaver en anglais. Je sais pas comment dire ça en français. un Mais castor? en fait, c'est un extrait du film, mais il y a quelqu'un qui a fait un personnage 3D qui le joue et c'est devenu viral, genre en ligne. Genre même les gens qui parlent pas chinois, qui connaissent pas chinois, le trouvent émotionnel et drôle, mais en fait ils comprennent pas le contexte. Mais en fait, ça vient du film. Mm. D'accord, ok. Ils ont fait un remake avec un castor qui fait le rôle de Chow Yun-fat, j'imagine. Ouais. Mm. Et puis, il y a aussi le festival de Fenati en Chine, qui existe depuis Ouais. plusieurs années et qui maintenant a vraiment trouvé sa place pour notamment l'animation plus indépendante. Ça aussi, Mm. c'est des choses qui sont très encourageantes dans une industrie du cinéma qui est un petit peu compliquée en Chine, mais on sent qu'il y a beaucoup de talent et puis beaucoup de potentiel. Est-ce que tu as l'occasion un peu de te rapprocher de ces cercles-là, même si tu es en France? Oui, en fait, je suis allée cette année parce que mon film fin d'études est sélectionné dans le festival. Et donc, c'était vraiment chouette. Et je suis allée avec une amie française, en fait, dont le film était aussi sélectionné. Donc, tous les deux, on s'est beaucoup amusés à Pékin et pendant le festival. Et on a croisé aussi les réels étrangères. Ouais. C'est vraiment sympa. Et je pense que cette année, l'endroit est Zhongjian Juchang. C'est un théâtre cinéma assez grand et avec une librairie en bas très cool. Il y a des objets faits main par les artistes, genre beaucoup de livres. Donc c'est vraiment chouette de voir euh, beaucoup de gens
pas seulement les gens dans l'animation ou dans l'art s'intéressent au cinéma d'animation indépendant. Mm. Ouais, c'est génial. Super, super nouvelle. Bah, je suis super content que tu aies pu y aller cette année. Mm. Et je pense ils sont en partenariat que avec les sociétés privées. Ils sont pas soutenus par le gouvernement. Donc il a liberté de choisir euh, plus de courts-métrages, plus de films. Ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts pour garder cet environnement assez libre et ouvert. Mm. Bah, on souhaite longue vie à Fenati. J'espère ils vont continuer à durer. Je crois que ça fait au moins 5 ou 6 ans qu'ils existent maintenant, mais j'espère que ça va continuer encore pour de nombreuses années. Ouais, Mm. moi aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as des espoirs ou des choses qu'on peut te souhaiter pour la nouvelle année? Hmm. Je veux pas jinx les choses, Ouais. mais comme moi j'ai déjà travaillé longtemps dans un concept ou dans la recherche graphique, les designs artistiques pour les projets animés cette année, je pense que j'aimerais bien pouvoir concentrer plus sur mes propres projets et donc je vous tiens au courant et vous pouvez me suivre sur mon Instagram et sur Xiaohongshu. Je pense que je vais essayer de mettre à jour mes travails plus souvent. Ouais. Et pour le moment, en fait, je travaille pas seulement sur euh, les courts-métrages ou films potentiels, j'essaye de faire des BD aussi. Ouais. De rentrer dans le dessin. Je mettrai les liens vers ton Instagram et vers Red Note si jamais il y a des gens qui nous suivent sur Red Note. Mais oui, Merci. moi je te suis assez régulièrement et je vois que tu es toujours curieuse de plein de formes d'expression différentes. Donc c'est super de voir que tu as encore cette liberté et cette curiosité pour plein de formes d'expression de médias différents. Merci. Et puis Et je vais aller en Chine pour la première fois. Je vais retourner en Chine après presque plus que 5 ans. Et waouh! Mais c'est très impressionnant parce que tu parles chinois hyper bien, genre t'as pas perdu la langue ah, merci beaucoup, mais c'est parce pendant 5 que ans. ouais, tu sais, c'est parce que là, je t'ai juste posé une question, mais si on parlait un peu plus longtemps, tu verrais très vite que j'ai perdu. Ok. Mais c'est gentil. Mais non, mais en fait, je suis assez impatient parce que j'ai commencé à apprendre le chinois, notamment parce que ma mère avait appris le chinois quand elle était jeune en France. Et puis, bon, elle n'a jamais vraiment appris, mais ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit. Et elle m'avait montré des images du Big Mayong, tu sais, l'armée ensevelie de Xi'an. Ouais. Et là, pour la première fois, je vais emmener ma mère à Xi'an et on va passer une semaine ensemble là-bas tous les deux. Trop Donc ça, bien. ouais, Pour elle aussi, ça c'est la première fois qu'elle le voit en... c'est la première fois qu'elle va voir Xi'an et qu'elle va voir le Big Mayon, mais c'est la deuxième Waouh. fois qu'elle vient en Chine parce qu'elle était venue me voir à Pékin déjà. Ok. Donc voilà, je vais rester peut-être 3 semaines, je vais faire une semaine à Pékin et puis probablement une semaine à Xi'an et une semaine à Chongqing ou dans le sud, quelque chose comme ça. Waouh. C'est exactement, presque exactement ce que j'ai fait avec Clémence, mon amie française. Il y a un mois, moi aussi, j'ai vu l'armée en terre cuite pour la première fois dans ma vie. Donc, une personne qui vient de Chine, mais c'est toujours comme ça, tu vois. Les Parisiens ne vont pas voir le Tour Eiffel et tout. Donc, ça m'a donné une excuse de le voir en personne. Et franchement, ça m'a rendu un peu émotionnelle. Le regard dans les yeux, les vieux, les anciennes structures qui datent, je sais pas combien d'années, peut-être au moins 2000. Mais par contre, il y a aussi, à Chienne, il y a aussi des endroits un peu plus niches, pas très connus. Il y a le tour non, la pagode de oiseaux sauvages, d'Ayanta déjà. Mais c'est, genre, le quartier est très bien. C'est facile à se balader et beaucoup de magasins, c'est assez commercial. Mais il y a aussi quelques mosquées et dans un quartier musulman. Et le quartier musulman, il y a quelques rues
qui sont connus euh, pour le tourisme. Mais en fait, il y a des mosquées très très anciennes qui sont un peu cachées dans le quartier. Et moi, je les recommande. C'est intéressant parce que c'est vraiment un mélange culturel. On dirait euh, les temples chinois de loin, mais à l'intérieur, on trouve beaucoup de gravures, des euh, shubei, comment dire ça? Je sais pas. Et Les... des pierres gravées, Oui. des Et stèles, on appelle ça. quoi? Des stèles. Stèles, oui, des stèles. Ouais, des stèles avec arabe et chinois. Et donc Hmm. c'est genre la police est très belle. Genre on dirait c'est vraiment un mélange. Et ça date aussi genre 1000 années, un truc comme ça. Donc c'est intéressant. Et en plus, Incroyable. dans le quartier, ils font des barbecues et les brochettes. Vraiment délicieux. Oui, j'allais dire, il y a le Ruemingie qui est très connu pour ça Oui, aussi. c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais en fait, le Ruemindié, ça, c'est devenu trop connu. Il y a trop de monde. Mais les mosquées, les gens le visitent jamais. C'est, c'est toujours tranquille. Et c'est vraiment juste à côté. Mais Hmm. parce que je trouve que les ruelles comme Ruemindié, en fait, ça se trouve dans chaque grande ville touristique. C'est le même magasin, même nourriture, avec un peu de touche de la région, mais un peu, c'est un peu dommage. Mm. Je vais aller explorer. Et en termes de nourriture, justement, en gastronomie, parce que Xi'an, il y a tellement de choses, mais est-ce il y a, disons, une ou deux choses que tu me recommandes? Euh, déjà, genre, bian bian mian et jjiamo. Et surtout, jjiamo, il faut manger la version originale. Parce que même hors de Xi'an, en Chine, dans les autres villes, c'est difficile de trouver le vrai jjiamo. Et c'est que la viande marinée, le porc mariné avec le pain un peu sec. Mm. C'est délicieux. Et après, bien, bien, c'est connu. Et moi, je recommande, si t'aimes bien le vinaigre, je te recommande Qishan Sauce Mian. Je sais pas si... C'est un style ouais. de pâte au vinaigre? Oui, c'est assez acide. Et c'est avec aussi le porc un peu fermenté dedans. C'est trop bien. Et après, il y a un pomo, bien sûr. Hmm. Mais il y a un pomo, c'est lourd. C'est vraiment, je trouve, c'est bien en hiver. Ouais. Après Bon, avoir escaladé Huashan. oui, 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 oui. C'est bien. Ben, en fait, dans ma ville, la nourriture contient beaucoup de carbs. Ouais, ils sont tous un peu lourds. Et un liampi, bien sûr. Mais moi, j'aime bien. Il y a mienpi, il y a mipi. Il faut essayer les deux. En fait, liampi, c'est un peu le nom général pour ce genre de truc. Mais il y a des mienpi ou mipi différents selon la région. Il Hmm. faut essayer. Mm. Ouais. Et Et aussi, à Rumindie, il faut essayer le barbecue. Barbecue en brochette. les Ça, brochettes. c'est. Ouais, ça, c'est un must à chier. Ouais. Et tu dis le rodiamo, on reconnaît le vrai rodiamo quand il y a rien d'autre que juste la viande marinée et le pain sec, c'est ça? C'est comme ça qu'on reconnaît Oui. l'authentique. En fait, à Chien, t'inquiète pas, tu ne trouves que la version. Ok. Si c'est écrit Jodiamo, c'est que ça. Mais en fait, dans les autres villes, parfois il dit ah c'est Jodiamo, mais c'est pas du tout ça. C'est avec un peu de légumes ou d'autres choses dedans. C'est pas ça. Mais en chien, tu peux aussi trouver le mot avec d'autres choses dedans, mais on l'appelle pas ça Jodiamo. Si c'est Jodiamo, c'est que avec porc mariné. C'est important. Ouais. Le Chinese hamburger. Ouais, j'ai trop Ouais. hâte. Là, tu me donnes encore plus envie d'y aller. Je vais devoir patienter jusqu'à mai. Mais un Mais en grand... plus, tu as choisi le bon moment. Je trouve en hiver, c'est un peu trop sec et trop froid. Mais peut-être que tu t'habitues aussi à Pékin, donc ça va. Mais Ouais, je en vais... hiver, aussi, le qualité d'air est pas ouf dans la région. Comme il y a Qinling, le grand montagne et tout le pollution de nord vient de la région, c'est un peu, c'est pas ouf. Donc en printemps, été, c'est mieux.
Ouais, je vais y aller juste après les vacances de la fête du travail en Chine, donc je pense que je vais éviter aussi les touristes, donc ce sera le bon moment. Mais un grand merci, Lydia. C'était un vrai plaisir de parler avec toi. Et puis, encore une fois, félicitations pour ce rôle de réalisatrice artistique qui est vraiment incroyable. Malgré la petitesse du budget, c'est vraiment, je pense que tu peux être vraiment très fier de ça. Et puis, Merci. je te souhaite le meilleur pour 2026 et j'espère on aura l'occasion de refaire d'autres épisodes à l'avenir. Oui, grave. Pareil. Je te souhaite une très bonne année et ça me fait plaisir de parler encore avec toi. J'espère que chaque fois mon français s'améliore un tout petit peu, mais c'est quand même un peu difficile pour moi. Regarde là, le seul mot que tu connaissais pas, c'était beaver. Donc c'est quand même très spécifique. Mais j'ai essayé de trouver alternative, tu vois, quand je sais pas comment m'exprimer. Donc, bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt, Lydia. Bisous, ciao, ciao. Bye. Les épisodes s'enchaînent et à chaque fois, c'est l'occasion d'entendre une voix différente sur la Chine. Si vous aussi vous avez une histoire à raconter avec la Chine et que vous souhaitez la partager dans l'émission, je vous invite à me contacter par messagerie privée. Et pour celles et ceux qui préfèrent écouter, vous avez aussi un rôle à jouer. Écrire un commentaire, partager le podcast, envoyer des étoiles, ce sont tout autant de petits gestes qui nous permettent d'aller plus loin et qui font de vous des forces de caractère.